Bonjour, alors la suite sur Hegel et le but de l'art, troisième vidéo. Donc, un troisième système est celui du perfectionnement moral. On ne peut nier qu'un des effets de l'art ne soit d'adoucir et d'épurer les mœurs, et molit mores. Donc, il considère ici un troisième système, une troisième opinion, qui est le système du perfectionnement moral, donc l'art comme visant à la moralité. Alors, il reconnaît d'abord que ce système a une certaine vérité. Certes, un des effets de l'art, c'est effectivement d'adoucir et d'épurer les mœurs. En effet, il offre à l'homme le spectacle de lui-même. Dans l'art, l'homme se voit lui-même dans un processus de réflexion. Et donc, il tempère la rudesse des penchants et des passions qui poussent à se précipiter dans les objets. Il dispose l'homme à la contemplation et à la réflexion. Il le pousse à être désintéressé plutôt qu'à être dans le désir. Il élève sa pensée et ses sentiments en les rattachant à un idéal qui lui fait entrevoir à des idées d'un ordre supérieur. Donc, il va dans la sphère des idées grâce à l'art. L'art a de tout temps été regardé comme un puissant instrument de civilisation, puisque l'art épure les mœurs, et comme un auxiliaire de la religion qui fait également un travail de civilisation. Il est, avec la religion, le premier instituteur des peuples. L'art, depuis longtemps, de pair avec la religion, a instruit les peuples en matière de morale et de bonnes mœurs. C'est encore un moyen d'instruction pour les esprits incapables de comprendre la vérité autrement que sous le voile du symbole et par des images qui s'adressent au sens comme à l'esprit, puisque il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence de comprendre la vérité sous forme conceptuelle, et donc l'art est là pour les idées grâce au symbole. Donc maintenant, problème avec cette théorie. Mais cette théorie, quoique bien supérieure aux précédentes, n'est pas non plus exacte. Son défaut est de confondre l'effet moral de l'art avec son véritable but. Cette théorie est supérieure aux précédentes, c'est-à-dire les théories consistant dans quoi? Consistant, eh bien, dans tout ce qui est soit imitation, soit expression, mais elle n'est pas non plus exacte. Son défaut est de confondre l'effet moral de l'art qui existe avec le but véritable, avec sa destination véritable. Le but n'est pas bien cerné. Cette confusion a des inconvénients qui ne frappent pas au premier coup d'œil. C'est pour ça que cette théorie est plus subtile, puisque on ne voit pas le problème immédiatement avec dire que l'art a un but moral. Mais si on regarde cependant, dans ce cas, si on dit l'art a un but moral, alors le but de l'art est étranger à lui. Et si on lui donne un but étranger, eh bien on lui ravit sa liberté. Et cette liberté, c'est son essence. Et il n'y a pas sans cette liberté un processus d'inspiration, car l'art ne peut pas être un simple moyen comme un outil, ce serait alors un art servile, ce ne serait pas un art véritable et inspiré. Et donc on n'aura pas les véritables effets de l'art. Alors, entre la religion, la morale et l'art existe une éternelle et intime harmonie. Mais ce ne sont pas moins des formes essentiellement diverses de la vérité, et tout en conservant les liens qui les unissent, ils réclament une complète indépendance. Donc là, très important, test de l'indépendance de l'autonomie de l'art. Entre la religion, la morale et l'art, il existe certes une éternelle et intime harmonie. Il y a une triade art, religion, morale, c'est absolument certain, comme on le voit à travers l'histoire. Mais ce ne sont pas moins des formes essentiellement diverses de la vérité. Donc ce sont bien des formes de la vérité, mais qui ont un certain degré d'indépendance. Leur point commun, c'est effectivement la vérité, mais chaque forme a son terrain, son domaine. Le terrain de l'art, c'est en même temps la loi propre à l'art, sa juridiction propre et ses procédés propres. Donc certes, il ne doit pas s'opposer au sens moral, il peut même avoir un effet moral, mais il a son terrain propre qui est le terrain du beau. Donc le mot-clé, c'est le beau. Il ne doit pas aller contre la morale, il vise au sens du beau, et c'est là sa législation propre. Donc lorsque les œuvres sont pures, lorsque les œuvres sont réussies, elles ont un effet sur l'âme qui est salutaire, et cet effet est un effet moral,
en termes de noblesse d'âme, mais cela n'est pas le but immédiat de l'art. Les œuvres réelles d'art ont en même temps un effet moral, mais cet effet est indirect. Le cherche-t-il il court le risque de manquer et de manquer, de le manquer et de manquer le sien propre, son but propre. Donc, supposer en effet que le but de l'art soit d'instruire sous le voile de l'allégorie, l'idée et la pensée abstraite et générale devra être présente à l'esprit de l'artiste au moment même de la composition. Donc, si on suppose en effet que le but de l'art soit d'instruire moralement et religieusement sous le voile de l'allégorie et du symbole, alors ce sera la pensée abstraite, alors ce sera l'idée qui va guider l'œuvre. L'œuvre devient donc un vêtement, une enveloppe, un véhicule pour une pensée déjà faite. Ceci va complètement à l'encontre de l'inspiration. L'inspiration est quelque chose d'essentiel dans l'art, et s'il n'y a pas d'inspiration, l'œuvre est ratée, car une œuvre réussie, c'est une œuvre inspirée et qui par là est enthousiasmante et vivante, et on aura donc simplement l'ennui, ce ne sera pas une œuvre d'art. Voilà pour cette troisième partie.